En 2009, j'ai été invitée à participer à la Biennale pour la 5e fois. Là, j'ai compris en allant sur place que c'était impossible pour moi de venir encore une fois avec une nouvelle idée et de faire comme si rien ne s'était passé avant. J'ai pensé à des choses, j'ai cherché, on m'a proposé des emplacements, un qui était très beau, ce jardin abandonné, tout au fond, derrière l'Arsenal, qui m'a tout de suite fait penser au jardin des Finzi-Contini. Ce jardin qu'on retrouve dans un film et dans un roman, et dans lequel il y a ce terrain de tennis où se réunissent ces adolescents. Donc j'ai pensé, une possibilité, c'était de retrouver ce jardin-là. J'ai imaginé ça, mais surtout, j'ai pensé finalement, la seule chose à faire, c'est... En 1990, c'est la première fois que j'ai exposé dans le cadre de la Biennale. C'était terrible, c'était une très grande déception pour moi de voir qu'on allait exposer dans les prisons. J'avais imaginé toutes sortes de choses, mais pas la prison. En fait, c'est cette prison qui est à côté de la place Saint-Marc. C'est pas la prison de Casanova, mais c'est cet endroit qui est tellement loin de la modernité, qui a une telle... c'est que des vieilles pierres, des grilles, à ce moment-là, j'en voyais pas du tout, je pouvais pas du tout en voir, j'y voyais aucun charme, rien. Je trouvais ça juste dramatique d'exposer en prison. Et j'avais cherché comment faire pour que ça se transforme en une expérience un peu plus vivante et plus excitante que cette sensation d'enfermement. Et j'avais demandé à Maria de Medeiros, avec qui j'avais fait une exposition un peu avant, dans une galerie, si on pouvait transporter ces portraits, ces images, une espèce de valise biographique dans cet espace. Mais ça devenait comme une exposition portative. Ce qui est drôle avec Maria, c'est que elle voulait faire les beaux-arts. Elle disait qu'à 15 ans, elle voulait faire les beaux-arts. Et moi, j'aurais aimé être actrice. À 15 ans, je me suis présentée au Conservatoire d'art dramatique et j'ai essayé. J'avais très envie d'être actrice, en fait. Si je repense à ces prisons, je pense aussi au Othello d'Orson Welles, à ce film qui se passe en partie à Venise, en partie dans d'autres villes, mais aussi à l'idée du tournage impossible, en fait, à cette espèce de chose où il faut mettre en place tellement d'éléments, des espaces, des personnages, une histoire. Et où Orson Welles arrivait très bien, en fait, à coller un espace avec un autre et à
à nous promener dans un espèce de labyrinthe spatio-temporel. 1993, j'étais à nouveau invitée à la Biennale, mais là, c'était pas les prisons, c'était le Vaporetto. Alors, à nouveau, c'était pas ce que j'avais imaginé, mais c'était quand même très beau. C'était beau de pouvoir faire quelque chose sur ces espaces flottants. C'était beau j'avais essayé de transposer ce très vieux rituel du mariage avec la mer où le doge jette une bague dans la mer. Donc j'avais essayé de retrouver ça sur le Vaporetto avec une boîte en plexiglas dans laquelle on pouvait glisser une bague, mais où on trouvait plutôt des tickets, des petits mots, des choses comme ça, donc des billets, des choses. Il y avait cette boîte transparente, je me souviens après 3 mois de biennale qui était pleine comme ça de petites choses et des quelques bagues que j'avais mis dedans au début pour inciter, avec cette image au fond d'une main. S'était passé des choses là, mais en même temps, j'avais réalisé que beaucoup de gens avec qui j'avais parlé l'avaient pas vu du tout. En fait, c'était une œuvre quasi invisible, à la différence de ce qui se passait dans le pavillon italien ou dans l'Arsenal, où là, les choses étaient beaucoup plus présentes et beaucoup plus directes. Moi, j'avais l'impression finalement d'avoir circulé dans la périphérie, mais dans une périphérie qui avait peut-être une autre dimension, une dimension plus cinématographique. Si on pense que le premier travelling de l'histoire du cinéma a été tourné à Venise sur un bateau, si on pense à ces déplacements comme ça, peut-être que finalement c'était quelque chose qui anticipait aussi sur des films que j'ai pu faire après, des histoires au bord de l'eau comme Centrale ou Rio, de rivières, des déplacements. Et je me souviens de quelques œuvres. Je me souviens d'une publicité pour parfum. Ça, c'était une œuvre de Maurizio Cattelan qui avait loué son espace à une compagnie publicitaire et donc qui avait placé là ce flacon de parfum pour femme. Je me souviens aussi de cette succession d'œuvres comme ça. C'était entre une exposition et une sorte d'entrepôt à la Citizen Kane où on retrouverait comme ça des choses de tous les temps, de toutes les époques, une accumulation d'œuvres, d'objets, de mémoires, de projets. Il y a toujours un peu cette impression aussi quand les salles sont remplies, quand ça s'accumule. En 1999,
à Venise, j'étais effondrée sur une table de restaurant, je pleurais. Je pleurais parce que le matin même, les spectateurs étaient rentrés dans l'exposition qui n'était pas du tout terminée. C'était comme s'ils étaient rentrés dans ma tête en fait. Il y avait une projection de film en pleine lumière, la moquette était à moitié posée, et les gens entraient sans se rendre compte que c'était pas du tout terminé. Il a fallu fermer la salle, évacuer les gens. J'ai senti cette avidité des spectateurs, ce besoin de voir absolument. C'était terrible. C'était un film qui avait été tourné dans les Giardini au mois de mai, peut-être avril, quand tout est encore en désordre, quand il y a des sacs d'ordures devant les pavillons, que certaines fenêtres sont cassées, que certains murs ont été graffités. En fait, c'est à ce moment-là que les Giardini sont les plus sauvages, et qu'il se passe quelque chose qui est tout à fait l'envers d'une exposition, tout est posé, contrôlé. En 2003, j'ai été invitée, c'était la 4e fois déjà, pour participer à une partie de la biennale qui s'appelait Utopia Station. Et c'était un moment où j'avais complètement envie d'arrêter les expositions. Je voyais plus du tout ce qui était possible. J'en étais arrivée à faire des trous noirs. J'avais montré dans une exposition en fait une salle totalement noire. Ce qui se passait surtout dans cette salle, les spectateurs entraient, disaient tu vois quelque chose? Non. Tais-toi, tu vois quelque chose? Non, rien. Je vois rien. Tu vois quelque chose? Certains sortaient et ceux qui restaient quelques minutes finissaient par voir dans le noir quelque chose d'encore plus noir qui était un trou noir. Donc j'avais trouvé un procédé optique pour faire apparaître ces trous noirs. Mais je crois que ça, c'était vraiment... J'étais vraiment, on va dire, au bout du rouleau, quoi. Il n'y avait plus d'idées possibles, c'était le trou noir. Et à ce moment-là, donc, je suis invitée pour Utopia Station. Et la seule chose qui me vient à l'esprit, et ça allait tout à fait avec ces trous noirs, je commence à imaginer un gribouillis comme ça, un gribouillis. Ça, c'est entre le trou noir et n'importe quoi, dans lequel je disais qu'on pouvait trouver toutes les lettres du titre, donc de Utopia Station. Donc là, un T, un U, un O, un P, un I, un A. Et donc je l'avais présenté sous forme de... C'était une bobine de fil de fer comme ça, donc qui était complètement... c'était cette espèce de chose dans laquelle on pouvait tout voir et plus rien voir. Dans ce sens, c'était près du trou noir. Et là, j'ai compris qu'il fallait vraiment arrêter. Donc après ça, en fait, il n'y a plus d'exposition pendant un certain temps. C'était vraiment... c'était fini.
j'habite jusqu'à côté. Tu es né à Venise? Je suis vénitien. Et je suis allé un petit peu à travailler ailleurs. Quand j'ai commencé à imaginer ce film, Di Novo, qui raconterait à nouveau, comme ça, qui raconterait toutes ces tentatives à Venise et ces rapports impossibles à la ville, à la biennale, j'ai pensé qu'il fallait trouver une sorte de machine à explorer le temps, une time machine, et que cette time machine pourrait être un acteur. À ce moment-là, j'ai pensé à Louis Garrel parce qu'il me semblait l'archétype de l'acteur et une manière d'être en fait. Il pourrait dans ce film représenter l'acteur et le cinéma. Je savais aussi qu'il avait été à Venise à la Mostra et j'étais intéressée à ce cycle en fait, cette biennale qui est biennale d'art, devient biennale d'architecture, Mostra, montre le théâtre, et en fait à ce cycle qui s'arrête jamais. Les artistes viennent pour la biennale, pour les expositions, mais ensuite ça devient autre chose, ça se transforme. Ça devient aussi, à un moment donné, donc la biennale d'art devient la biennale d'architecture. C'est en voyant les espaces de l'Arsenal occupé par la biennale d'architecture, comme si c'était un autre locataire avec une esthétique et des méthodes, un goût un peu différent. C'est là que j'ai vu l'œuvre de la proposition architecturale de Philippe Rham, ces deux plateformes blanches qui permettent de générer un microclimat, une sorte de... en faisant circuler l'air chaud et l'air froid, comme une sorte de mini Gulf Stream. J'avais très envie que tout d'un coup, je me suis dit, ça serait beau que cette proposition architecturale continue et trouve sa place aussi dans la biennale d'art, et que finalement, ce cycle, ces transformations permanentes, donc ce passage de l'art à l'architecture, que tout ça ne fasse plus qu'il y ait des liens entre tout ça. C'était aussi l'idée en demandant à Louis Garrel de jouer dans ce film, c'était aussi cette idée, c'était que le film pouvait se prolonger vers le cinéma, vers la Mostra, qui est un des aspects de la biennale. Donc j'ai essayé de le contacter. C'était difficile, c'était d'autant plus difficile qu'en fait il me semblait, je crois que j'imaginais qu'il n'existait pas. Et j'ai fini par le croiser par hasard un soir dans un restaurant. J'ai pas osé lui parler, mais finalement ça m'a convaincue qu'il était une personne réelle et pas seulement l'acteur des films, pas seulement la présence, même pas l'acteur, pas seulement la présence, le personnage de ces films. Et en quelques jours, j'ai pu lui parler. C'était une conversation que j'aurais aimé enregistrer, qui aurait pu être un film en elle-même, et où il m'expliquait très bien pourquoi il ne pouvait pas faire ce film.